tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Dockerfile, ou plutôt de l'opportunité de ne pas avoir à en écrire. Donc, je me présente, je m'appelle Fabien Martin, je viens du monde du développement. J'ai commencé dans le web, principalement dans l'écosystème Java, dans le cloud et dans les conteneurs. Et j'ai un parcours assez classique, j'ai été dev, puis tech lead, puis architecte. Et aujourd'hui, je suis ingénieur solution chez VMware Tanzu. Je pense que vous connaissez VMware comme une entreprise qui fait de la virtualisation et des VM. En réalité, on est aussi extrêmement actif dans l'open source. Ça va pas le faire. Dans l'open source, on a un portfolio de solutions autour de l'écosystème de Kubernetes. On est contributeur de Spring, des build packs, etc. La première fois que j'ai eu à travailler avec l'écosystème des conteneurs, c'était un projet de Move to Cloud. On devait prendre nos applications Spring Boot et on devait les emmener dans Azure. Donc un projet assez chouette, et une des premières choses dont on se rend compte, c'est que on va devoir transformer notre code source en une image, et que cette image, ensuite, on va pouvoir la déployer dans notre orchestrateur de conteneurs. Donc pour faire ça, il y a une manière assez commune, je pense qu'elle est connue de tous, c'est d'utiliser des Dockerfiles. Et donc là, je vous ai mis un exemple de Dockerfile. Comme tout bon développeur, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de faire une nouvelle chose technique? On va sur Google et on cherche comment faire. Donc, je tombe sur cette page, et dès les phrases d'introduction, on a ces concepts assez intéressants qui nous disent « Construire des conteneurs n'est pas quelque chose de facile. Les conteneurs ne sont pas toujours une bonne abstraction pour les développeurs. Ils nous forcent à apprendre et à comprendre des mécanismes bas niveau. » Alors, c'est pas forcément le genre de phrase qu'on aime lire dès l'introduction, mais il ne faut pas qu'on s'arrête sur cette première impression, alors on continue. Dans la suite du document, il nous présente comment construire des Dockerfiles. Dans la suite, ils nous disent que sur ces Dockerfiles, il va falloir mettre en place de l'optimisation, gérer nos couches, faire en sorte que les temps de build ne prennent pas 5 heures. Je vais arrêter avec le micro dans 2 minutes parce que ça ne marche pas. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. On fait comme ça. Allez, Si tu parles avec ça. je vois que vous crissez tous des oreilles, alors je me dis que ça ne peut pas aller. Est-ce que c'est bon? Sinon, je parle fort, et puis vous m'entendrez, non? C'est bon? Allez. J'accélère. On nous dit ensuite qu'il va falloir qu'on choisisse notre OS, qu'il va falloir qu'on choisisse nos runtime, nos JDK, nos JRE, dans quelle version, et on nous dit qu'il va falloir qu'on gère également tous les aspects de sécurité. Alors, je trouve qu'au-delà des aspects techniques, ça, techniquement, on s'en sort toujours, ça emmène des considérations un peu plus larges de type. Ça emmène des considérations un peu plus larges. En fait, jusqu'à maintenant, les problématiques comme ça, type l'OS, de type la runtime, quel JDK, quelle version utiliser, c'était géré par les ops. Donc les ops, ils nous mettaient ça en place sur notre VM, sur notre machine, sur notre infra, peu importe, et ils géraient le cycle de vie. De la même manière, c'était eux qui s'assuraient que nos applications ne tournaient pas en mode route et qui prenaient à leur charge toutes les questions autour de la sécurité. Donc ça pouvait donner lieu à des situations de ce type. Pour ceux qui ne connaissent pas ces commit strips, à gauche on a le dev, à droite on a l'ops. Là on a le dev qui n'est pas content parce que l'ops lui a installé PHP dans une mauvaise version. A l'inverse, avec les Dockerfiles, on est dans cette situation-là. On a donné toute la responsabilité aux développeurs. Ils gèrent l'OS, ils gèrent les runtime, ils gèrent absolument tout. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'équipes en ESN et chez le client final, et je ne suis pas certain que ce soit une idée de génie de donner toute cette responsabilité aux développeurs. Premièrement parce qu'ils n'ont pas les compétences, et deuxièmement parce qu'il y en a quand même un certain nombre que ça n'intéresse absolument pas. Construire un Dockerfile, c'est comme construire un jar. En réalité, ça n'apporte absolument aucune valeur, on s'en moque complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est une image qu'on puisse faire tourner. A l'inverse, en tant qu'ops, est-ce qu'on a vraiment envie de demander d'être dépendant de l'équipe de dev quand on doit patcher une faille critique sur un JDK ou sur une OS? De la même manière, je ne pense pas que ce soit non plus une demande exprimée de leur part. Donc là, on voit que sur ce sujet des Dockerfiles, on est à la croisée des responsabilités, on a adressé des sujets sensibles, voire critiques, au travers de la génération de ces images. Moi, j'aime beaucoup la philosophie convention over configuration. Je suis plutôt à considérer que le meilleur code, c'est celui qu'on n'écrit pas, pour 2 raisons. La première, c'est que tout ce qu'on écrit, il faut le maintenir. Et la deuxième, c'est que si on peut s'appuyer sur ce que font des communautés open source, il y a quand même toutes les chances du monde qu'ils le fassent mieux que nous.
Donc dans la suite du document, il présente différentes alternatives, dont une qui s'appelle les Cloud Native Build Pack, et c'est celle que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Donc l'objectif des Cloud Native Build Pack, il est assez clair, c'est prendre le code source et le transformer en une image qui peut tourner dans n'importe quel cloud. Avant de faire un peu de technique, on va faire un tout petit peu d'histoire. Donc les Cloud Native Build Pack, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été inventé en 2011 chez Heroku, qui a été repris ensuite par Pivotal, pour le projet Cloud Foundry et l'expérience CF Push par exemple. Et en 2018, il a rejoint la CNCF et ça donne la naissance du projet Cloud Native Build Pack. Pour ceux qui ne connaissent pas CNCF, c'est la Cloud Native Computing Foundation, et c'est une fondation qui soutient les projets open source dans l'écosystème Cloud Native, et c'est agnostique de tout vendeur. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs de renom qui l'utilisent. Il y a Microsoft, il y a Google, il y a HashiCorp, il y a VMware. Donc, tout ça pour dire que c'est un concept qui n'est pas nouveau, les initiateurs de ce projet ont un savoir-faire qui est quand même assez indéniable dans le source to image, et les acteurs qui le soutiennent aujourd'hui, de la même manière, je pense qu'ils sont quand même assez incontournables et crédibles dans ce qu'ils font. En termes de promesses, voilà pour l'histoire. En termes de promesses, donc on a notre code source, notre objectif c'est de le mettre dans une registry. Donc les Cloud Native Build Pack vont être là pour faire ça. Donc l'idée c'est déjà que c'est agnostique, qu'on va pouvoir le faire fonctionner sur plusieurs langages. Et la promesse c'est de dire qu'on ne va pas avoir à décrire comment réaliser cette transformation. Puis on va avoir en sortie une image qui est conforme aux standards de l'open source, qui intègre toutes les bonnes pratiques et qui peut tourner dans n'importe quel cloud. Que ce soit consistant, donc on l'exécute une fois, 2 fois, 15 fois, 25 fois, on a toujours le même output. Que ce soit modulaire, quelque chose qu'on aime plutôt bien quand on est côté dev, qu'on puisse réutiliser nos briques sur nos différents projets. Qu'on ait de la traçabilité, donc surtout pas une boîte noire. On a de plus en plus de demandes d'auditabilité sur nos images, qu'est-ce qui a été utilisé pour la construire, qu'est-ce qu'elle contient. Et enfin, comment on fait pour maintenir ces images dans le temps. Donc pour ça, on va avoir besoin de 3 choses. On va avoir besoin d'une plateforme pour réaliser la construction. On va avoir besoin de build packs, qui sont des éléments qui vont nous permettre de réellement construire cette image. Et enfin, on va avoir besoin d'une base OS. Donc, fin de la théorie, on va faire un peu de pratique. Et pour ça, je vous propose de le faire qu'avec des composants open source. On va prendre Spring Boot. Je ne vous l'ai pas dit, mais Cloud Native Build Pack, c'est une spécification. Il y en a plusieurs implémentations. Là, pour la démonstration, on va prendre l'implémentation de VMware qui s'appelle Paketo, qui est une implémentation open source. Pour la plateforme, on va utiliser Kpack qui s'intègre dans Kubernetes. Mais il faut savoir que vous pouvez l'utiliser sur votre laptop quand vous faites Spring Boot Build Image. En réalité, vous utilisez les Cloud Native Build Pack pour construire votre image. Et en registry, on va utiliser Arbor, qui est une registry open source, pareil, mise à disposition par VMware. Ça, c'est pour tout à l'heure. Hop. Donc, je vais déjà vous présenter mon application, si jamais c'est bon. Hop. Donc mon application, c'est une application Spring Boot, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai absolument rien rajouté. Vous verrez sur mon repository. Et la particularité unique là, c'est qu'il n'y a pas de Dockerfile. Donc pour construire cette image, il y a un CLI qui existe, mais on peut le faire aussi en utilisant un fichier YAML Kubernetes de type image. Et donc là, ce qu'on lui dit, c'est construis-moi une image qui s'appelle Tanzu Simple. Tu me le construis dans le namespace build. Ça, c'est juste des concepts Kubernetes, on s'en moque un petit peu. Pousse-moi l'image que tu vas construire dans cette registry en utilisant les credentials qui sont là, en utilisant ce builder, et récupère mon code source qui est présent ici. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour gagner, parce qu'en 15 minutes, c'est vraiment très rapide. Je l'ai déjà appliqué, je vous montre. Image manuelle, donc il va nous dire, on l'a déjà appliqué. Je vais faire ça, ok. Et on a à la sortie notre image qui a été construite, et pour vous montrer qu'elle a été construite, j'ai aussi déployé. Maintenant, on va quand même aller voir ce qui s'est passé derrière. On va aller regarder les logs de construction de cette image. Donc les Cloud Native Build Pack, c'est une succession de différentes étapes. La première, c'est la préparation. Donc ça va aller, en gros, tout simplement faire un clone de notre repository qu'on lui a demandé de construire. Il va y avoir toute une phase d'analyse, donc ça va être regarder s'il y a déjà des images qui ont été construites, aller récupérer des métadatas pour accélérer les builds et ne pas tout réinventer à chaque fois. Ensuite, la phase assez importante et novatrice, c'est celle-ci, c'est la phase de détection. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 24 build packs qui ont été étudiés. Dans ces 24 build packs, il y en a 10 qui ont été retenus. Donc en gros, on a une configuration qui dit va étudier ces 24 build packs. Si jamais
il y a du matching sur, si jamais tu trouves que dans le code source qui t'est présenté, il y a un POM par exemple, enfin, plein de règles comme ça, du pattern matching, alors c'est que c'est un build pack qui doit contribuer à la création de ton image. Donc là, on voit qu'il a détecté que c'était une application Spring Boot, qui avait été construite avec du Maven, qu'à la fin ce sera un Java exécutable et qui va tourner dans du Tomcat. Donc tout ça, ce sont des build packs mis à dispo là, par la communauté, mais vous pouvez tout à fait faire les vôtres. Toute une phase de restauration, l'idée c'est pas de retélécharger Internet à chaque construction, on n'a pas besoin de retélécharger 15 fois le JDK ou la JRE, et ensuite toute une étape de build où ça va appliquer successivement les build packs qui ont été identifiés et qui vont devoir contribuer à la création de cette image. Ce qui est important de voir, je vais essayer de dézoomer, on va voir si ça marche, je ne sais pas, quand je fais ça, ça galère, c'est que, parfait, c'est que ces build packs, si vous voulez, ils sont génériques, ils vous permettent de construire votre image parfaitement bien, mais ils restent customisables. C'est-à-dire que si ici, vous ne voulez pas utiliser une JRE mais une JDK, ou vous voulez utiliser non pas une JRE en version 11 mais en 17, ça reste possible. Vous allez spécifier dans les paramètres de construction de votre image, et donc, en gros, si vous voulez, c'est la recette de cuisine, et après, vous pouvez choisir de customiser ces informations. On a notre image. L'autre chose que je trouve extrêmement intéressante par rapport à un Dockerfile, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez le patcher? Vous allez redemander aux équipes de dev de le maintenir, etc. Et donc là, ce que je vous ai promis, c'est un peu de le faire sans les solliciter et de le faire de notre côté. Donc là, j'ai fait un scan, et dans ce scan, on constate qu'on a 4 CVE critiques, 2 qui sont portés au niveau de la couche applicative, sur Jackson et sur une libyaml, mais on voit ici qu'on a deux CVE au niveau de ma base OS, donc là qui sont portés par Ubuntu, des choses dont on se moque complètement quand on est développeur. Admettons que la communauté ait publié une nouvelle version de Buildpack. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est uniquement de dire qu'on va mettre à jour cette nouvelle stack. Donc là, on a patché notre stack, on a dit utilise la nouvelle qui vient d'être publiée. Et ça a déclenché, on voit qu'il y a eu une mise à jour de la stack, on a un build qui s'est lancé, vous avez vu que c'était très rapide, beaucoup plus, enfin vous avez vu que c'était plus rapide que le build initial parce que je ne vous l'ai pas fait, mais en l'occurrence c'est un petit peu plus rapide. Et là si on relance le scan, on va les vérifier. Nos CVE au niveau de la couche applicative sont restantes, ça de toute façon il n'y aura jamais de magie, ça c'est la responsabilité des développeurs de patcher, de mettre à jour leur version logicielle. Par contre, tout ce qui était au niveau de la base OS du JDK, c'est patché. Je ne le montre pas dans la démo, mais ce qu'il faut voir, c'est que là, à l'échelle, c'est l'intégralité des images qui ont été patchées. Tout ce que vous aviez construit en utilisant votre base OS old a été patché à l'échelle pour vous, et derrière, vous le remettez dans votre CI/CD habituel. À la conclusion. Donc j'en arrive à la conclusion. Je trouve que la conclusion du guide, elle est encore assez pertinente. Dans le document, il présente plusieurs alternatives au Cloud Native plusieurs alternatives au Dockerfile, dont les Cloud Native Build Pack. Et il présente la conclusion suivante qui dit ce guide vous a présenté différentes options pour construire vos images. Toutes ces solutions sont des choix totalement valides. C'est à vous de décider celle qui correspond le plus à vos besoins. Alors, si jamais le business de votre entreprise, c'est pas de construire des images Docker, c'est le cas pour l'intégralité des entreprises pour lesquelles je travaillais jusqu'ici, j'espère vous avoir donné envie au moins d'étudier l'opportunité d'utiliser les Cloud Native Build Pack. Et voilà, merci. Et si vous avez des questions, c'est à dispo. Et désolé pour le bruit désagréable. Ouais. Alors ça, de toute façon, dans tous les cas, tu auras toujours la main d'utiliser tes propres stacks si tu veux aller plus vite que la communauté. De la même manière, tout ce qui est... tu pourrais utiliser une base OS qui t'est customisée. Après, effectivement, ça va être à toi de la maintenir, etc. Mais tu peux toujours, tout comme les build packs, tu peux mettre tes propres build packs. Je sais pas, moi, si vous avez une contrainte de rajouter une librairie à chaque fois sur chaque image que vous avez dans votre entreprise,
aura sa contribution qui sera ajoutée à toutes les images à chaque fois. Bon, sinon je suis à dispo cet après-midi.